Paul Aymon, nous nous retrouvons pour un entretien à l'occasion de la parution de votre dernier livre en date, 49 têtes dans le miroir. Sur la couverture, on peut lire qu'il s'agit de récits. Ils sont publiés au taillis-près et ils sont illustrés de ces petits bonshommes de papier que nous aimons beaucoup, de Maya Polakova. Alors, première question, première interrogation, il est indiqué que ce sont des récits. Alors, comment définiriez-vous de manière un peu plus élaborée ce que vous avez voulu faire avec ces 49 scénettes, comme je les appellerais, qui sont autant de têtes dans le miroir? Je ne sais pas très bien ce que j'ai voulu faire. Et peut-être que c'est pas plus mal de ne pas très bien savoir ce qu'on fait d'ailleurs. Le fait est que j'avais commencé à rédiger pour m'amuser, pour moi, pour mon plaisir, euh, un ou deux de ces petits récits, je les appelle récits, oui, parce ils ont un début, ils ont une fin. Ces petits récits, donc, ce sont des histoires, il se passe quelque chose, où je me regardais dans le miroir et où il y avait une interaction entre ma tête et moi. Voilà. Et où ma tête n'était pas nécessairement toujours d'accord avec moi, où il y avait une sorte de dialogue ou de conflit qui s'instaurait entre les deux. J'en avais fait un ou deux, puis je les avais laissés de côté. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi ne pas continuer? Pourquoi ne pas continuer? Et donc, je me suis pris au jeu et je suis parti dans une série que j'ai essayé d'ordonner par la suite parce que je pense que l'histoire se passe aussi en filigrane discrètement de la première à la 49e, en tout cas à travers certaines. Toujours est-il que on ne pourrait pas prendre la dernière et la mettre ailleurs, par exemple. Je crois que ce serait ce serait un peu difficile. Et donc voilà, ça forme un ensemble narratif qui peut paraître un peu particulier, un peu burlesque, un peu pas sérieux. J'assume complètement le non-sérieux du livre. Mais comme souvent, lorsqu'il y a du non-sérieux, il y a aussi, et c'est un peu comme les clowns, beaucoup de gravité derrière le non-sérieux. Et en tout cas, même si certains de ces récits sont très allègres, très ironiques, très espiègles, d'autres, par contre, nous plongent dans des vertiges qui sont proches un peu de la littérature de l'absurde. On pense à certains moments à Ionesco, on pense à certains moments à des situations absurdes que des auteurs comme Gogol, par exemple, peuvent imaginer dans la situation que vous avez inventée, qui est celle, donc pour ceux qui ne nous ont pas lus, qui est celle d'un narrateur, qui n'est pas nécessairement Paul Aymon, d'un narrateur qui se trouve devant son miroir, et il y a une sorte de dialogue qui s'instaure. Dans la plupart des nouvelles, c'est sous forme dialoguée, mais dans d'autres, ce sont de véritables méditations dans lesquelles le lecteur du livre, le lecteur de ces échanges est plongé. Alors, il y a des questions très graves et des questions très légères. Comment s'est organisé ce déploiement des alternances où le lecteur est pris tout d'un coup, tiens, on rit, et puis alors tout d'un coup on se dit, mais dans le fond, c'est vertigineux ce qui nous est donné à voir. J'en sais rien. De nouveau, vous me piégez en quelque sorte parce que ce sont des questions auxquelles il m'est difficile de répondre. Je suis très heureux et très content que oui, que vous citiez et Gogol et Ionesco parce que ce sont des auteurs que j'aime particulièrement, comme d'ailleurs j'ai quand même un attachement particulier à, disons, pour aller vite, la littérature d'Europe centrale. Voilà. Mais je n'en sais rien. J'ai aussi l'impression avec ce livre, effectivement, il n'a pas l'air très sérieux et peut-être qu'effectivement, il l'est quand même un peu. J'ai eu l'impression, curieusement, de boucler une boucle. Vous savez, mon premier livre, et c'était en 1973, donc ça nous On ne va pas vieillit pas compter. mal, ça me vieillit pas mal. Mon premier livre qui était un essai à partir de la thèse que j'avais
que j'avais faite à l'université, s'appelait La mort dans le miroir. S'appelait La mort dans le miroir. Et il est vrai que le thème du miroir, ou le thème du double, ou le thème du masque, toutes ces choses-là, ça m'a accompagné à travers tout ce que j'ai écrit, d'une manière ou d'une autre. Que ce soit au théâtre, que ce soit dans les romans, voire même éventuellement dans certains essais que j'ai faits ou dans des essais sur d'autres auteurs. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un peu une sorte d'obsession. Et donc ici, bien, j'ai vraiment eu l'impression de fermer quelque chose. Alors, j'espère pas définitivement, j'espère que d'autres choses paraîtront encore, mais voilà. Mais voilà. Donc c'est à la fois un livre que j'espère complètement ludique et qu'on peut lire en s'amusant et par petits bouts et en y picorant à gauche et à droite, et en même temps peut-être quelque chose qui pour moi en tout cas est plus important. Mais c'est vrai on peut considérer qu'un miroir en tant que tel est en même temps une image de ce que nous sommes, mais que nous ne pouvons pas voir autrement que dans le miroir. Et en même temps, ça ne nous ressemble pas nécessairement. Donc il y a un questionnement sur l'identité qui peut passer à travers ces dialogues, y compris les plus drôles. Et moi, j'ai eu le sentiment, et je vous propose ce sentiment-là, donc c'est pas une question, j'ai eu le sentiment en lisant ce livre qu'il y avait beaucoup de choses de vous qui transparaissaient de manière allusive bien souvent, mais parfois de manière parfaitement explicite, comme par exemple quand le narrateur s'interroge, donc là il ne s'adresse pas au miroir, en se disant « mais à quoi bon être sorti du rang en me glissant sous le rideau de fumée d'une joyeuse troupe de mots qui passait devant ma porte un beau jour de printemps ». Est-ce Oui, que ça, ce n'est pas là une référence à votre vocation littéraire, à je ne sais quoi qui l'a peut-être rendu difficile à assumer, mais c'est très fin, c'est très léger, mais c'est très profond en même temps, comme oui. formulation. Là, oui, vous avez pointé quelque chose qui effectivement euh, se rapporte se rapporte à, disons, pour rester pudique, mon expérience littéraire simplement, et le fait que quelque chose a fait que j'ai commencé à écrire. Oui. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Je reviens à ce que vous disiez, le miroir, oui, c'est nous-mêmes, c'est la glace, mais c'est une frontière, le miroir, c'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'il y a derrière. Hein, on dit toujours l'envers du miroir, l'autre côté du miroir, c'est l'ouverture sur un monde mystérieux. Que se passe-t-il quand nous quittons le miroir? Que fait notre tête une fois que nous avons quitté le miroir? Elle continue à vivre dedans. On est dans un autre monde en quelque sorte. Donc on peut à partir de là fantasmer au maximum. C'est une frontière, le miroir. C'est une frontière au sens où on peut passer de l'autre côté. Donc c'est un horizon aussi. Tout à Voilà, fait. il y a, Oui, d'autant plus que c'est un vous... endroit, c'est un objet magique, hein, Absolument. certainement. Mais on s'en rend compte en lisant ce livre, on s'en rend compte, alors que c'est un objet qui est tellement familier par ailleurs qu'on n'y prête plus attention. Et vous écrivez d'ailleurs, enfin vous reportez en exergue du livre une des citations, une des trois citations qui s'y trouvent est un proverbe peul. Sitôt que tu lui tournes le dos, ton double dans le miroir t'adresse un pied de nez. Et Oui, c'est une belle manière d'inviter le lecteur à ce qu'il va découvrir. oui, oui, oui. Euh, je vais, oui, 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 tout à fait, Le tout à miroir a fait. sa vie propre, veut dire que il y a l'imaginaire de quelqu'un qui quitte le miroir est évidemment nourri par tout ce qu'il peut vivre, tout ce que le miroir peut encore vivre. Oui, oui, et il se passe un tas de choses. Absolument. On peut se dire, il se passe un tas de choses. Est-ce que ma tête ne va pas rejoindre d'autres têtes, des têtes d'autres gens qui se sont regardés dans le miroir, dans ce monde qui se trouve derrière? Et que font ces têtes ensemble? Vous voyez, on est parti pour... Oui. Et puis la tête dans le miroir peut aussi se révolter contre la tête la vraie tête, je dirais, la tête qui lui sert d'élément de base pour réfléchir. Et notamment, il y a un des épisodes qui est particulièrement drôle, qui est celui de l'essai de nouvelles lunettes pour le narrateur, lunettes qui ne plaisent pas du tout
a sa tête dans le miroir, et cette scène se passe non pas dans le miroir de la maison, mais dans le miroir de l'opticien, et ça permet aux deux de fuir. Oui, oui, effectivement. On ne va pas dire comment. Non. On va pas dire comment, mais ça part d'une situation aussi. Enfin, il y a rien de plus épouvantable, mais vous connaissez peut-être ça aussi, que d'essayer des lunettes dans un magasin, de sentir qu'il y a quand même une pression quelque part, parce que voilà, on prend du temps, donc il va falloir les acheter, ces lunettes, et puis en même temps, on ne les aime pas trop. Enfin, voilà, c'est une situation magnifique à décrire, oui. Tout à fait. Et alors, il y en a une autre aussi que je cite parce qu'elle fait partie de. J'ai envie qu'on lise ce livre, donc il faut aussi indiquer les éléments les plus, à la fois les plus quotidiens et les plus dévastateurs, comme par exemple la confrontation du personnage, du narrateur, avec son image qui essaye de nouer une cravate. Et c'est tout un dialogue qui s'établit entre les deux où on est pris de vertige devant cet échange. Oui, c'est l'histoire d'homme aussi, ça. Hein. Le fait de réussir à faire son nœud de cravate convenablement, surtout quand on n'est pas, on n'en porte pas tous les jours. Voilà. Enfin, oui, Et avec cette oui, dimension aussi que le miroir retourne la gauche et la droite, et donc il y a une difficulté absolument, supplémentaire. absolument. Oui. Alors, le dernier élément que sur lequel j'aimerais venir aussi, c'est qu'il y a dans les éléments de drôlerie des éléments d'autodérision, notamment j'ai oublié le numéro de la page, un moment où la scénette s'intitule Polémon, justement. Donc là, on découvre que le narrateur n'était pas nécessairement Polémon, mais il lui ressemblait beaucoup. Et dans ce Polémon, dans ce récit Polémon, il y a une sorte d'autoportrait extrêmement ravageur que vous faites de vous-même. Je ne vais pas dire ce que vous en dites, mais êtes-vous vraiment comme ça? Je ne sais pas, je trouve que l'autodérision est quelque chose qui me semble important. Je veux dire, j'aime beaucoup les auteurs, je ne vais pas parler de moi là, mais j'aime beaucoup les auteurs je crois que la littérature se divise en deux. Il y a les auteurs sérieux et il y a les auteurs qui sont capables d'une manière ou d'une autre de se moquer d'eux-mêmes. Voilà. Euh, j'ai appris ça avec des gens comme Gogol, on en parlait, comme Kundera, comme Oui, c'est vrai qu'il y a du Kundera aussi dans la manière. une série d'auteurs comme ça qui me sont particulièrement chers, oui, parce que parce que ils ne se prennent pas tout à fait au sérieux. Voilà. Et ils ne se prennent pas tout à fait au sérieux. Kundera dit le roman, c'est l'esprit de non-sérieux. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire, or, pourtant, Dieu sait s'il y a bien un auteur sérieux, au sens où il nous raconte le monde de manière extraordinaire. Mais en même temps, il y a cette dimension non sérieuse. Le premier livre de Kundera, qui est un livre de nouvelles, s'appelle Risibles amours. La première nouvelle s'appelle Personne ne va rire. Voilà, c'est formidable, c'est formidable. Alors, encore deux questions avant de clôturer cet entretien que, évidemment, on pourrait poursuivre. La première, c'est pourquoi 49? Est-ce que c'est parce que c'est un chiffre qui nous met en quelque sorte en déséquilibre? On se dit, tiens, elle est la 50e. Ou est-ce que c'est parce que la 50e, elle est à disposition de chacun des lecteurs lorsqu'il se trouvera devant son miroir? Je peux vous donner une autre réponse encore. Je vous en prie. C'est parce que 49, c'est 7 fois 7. Alors, vous allez me dire, oui, et alors? Eh bien, parce que 7 est un chiffre magnifique. 7 est un chiffre magnifique. Et c'est un... j'ai un peu le fétichisme des chiffres. Et dans des livres précédents, le chiffre 7 est important. J'ai écrit un roman où il y a 7 parties et chacune de ces 7 parties a 7 chapitres. Voilà. Et donc, je rejoignais un peu ça ici dans mes 49 têtes. Le Et puis, 7 comme fois vous 7, dites, c'est un carré. c'est très bien qu'il n'y ait pas de 50e. Oui, voilà, 50e, c'est trop rond, quoi. C'est trop rond, absolument. Absolument. Et d'où vient cet attachement au chiffre 7? Est-ce que vous avez une explication rationnelle, publiable? Mais c'est un chiffre indivisible. Oui, C'est un chiffre indivisible. C'est un chiffre sacré quelque part. Il y a beaucoup de choses
il y a beaucoup de choses qui sont, enfin de choses, il y a beaucoup de sept, les sept nains de Blanche-Neige, Oui. les sept, enfin il y a les sept samouraïs, les, les Les sept faits- mercenaires, oui. et vous pouvez chercher, il y en a énormément, c'est pas un hasard, c'est pas un hasard. Je crois qu'il y a sept rues qui pénètrent sur la grande place de Bruxelles, Absolument. si je ne me trompe, oui. Hein, Absolument. donc c'est Oui, un chiffre ça fait symbolique, partie oui, oui. des chiffres symboliques Oui. qui sont très bien. Alors, ma dernière question serait que va-t-il advenir de ce livre? Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'il devienne une pièce radiophonique ou un spectacle ou un one-man show? Ou est-ce que vous n'y avez pas pensé en l'écrivant? Est-ce que Si, c'est vraiment... si, si, si. Vous savez, je suis auteur de théâtre aussi, donc pour moi, c'est à cheval entre le récit et le théâtre. Oui. On peut facilement, pas la totalité, mais on pourrait prendre un certain nombre de récits et en faire un spectacle avec un, deux, trois comédiens sans problème, et ça me plairait énormément. Oui, 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 tout à fait. deux ou trois comédiens, parce qu'il y a une certaine Zoé aussi qui intervient de temps en temps et dont la tête dans le miroir n'apprécie pas la présence, en tout cas. Voilà. Très bien, Paul Aymon, je rappelle donc le titre de ce livre à propos duquel nous avons eu ce bref échange, 49 têtes dans le miroir. Ce sont des récits qui sont magnifiquement illustrés, on n'en a pas parlé, par Maya Polakova, dont on a déjà évoqué l'art dans d'autres articles et Oui, elle fait d'autres ça avec parutions. beaucoup de talent, beaucoup de légèreté ici qui me semble tellement bien correspondre à la rapidité des textes. C'est vraiment magnifique et il faut dire que je lui dois beaucoup, si vous me permettez encore une seconde, parce que ces illustrations m'ont accompagné dans d'autres livres. Nous avons eu l'occasion de parler de Mordicus, par exemple, qu'elle a Absolument. mis en image de façon superbe. Nous pourrions dire aussi, si j'ai encore une seconde, puisque nous Vous avez avons tout le temps. évoqué aussi la disparition de notre ami Jacques de Decker, qu'elle a illustré, mais je crois que vous en avez parlé, Suzanne comme à la vient de le pomme. rappeler Suzanne à la pomme, qui est une très belle nouvelle de Jacques et qui vient de paraître maintenant. Donc c'est quelqu'un qui a pour moi, dans ses illustrations et dans son travail, un rapport permanent à la littérature. C'est une joie de pouvoir travailler avec elle. Et c'est vrai que chaque fois, les illustrations, parce que ce ne sont pas des dessins, ce sont des découpages de ces petits bonshommes, ou alors dans Suzanne à la pomme, ce sont des collages un peu différents, ce sont des collages plus Oui, traditionnels, je dirais. pas Euh, traditionnel, mais c'est une autre forme, voilà, oui. c'est une autre forme, c'est pas dans la ligne des petits bonshommes, je veux dire, je ne trouvais Oui, pas. Et c'est vrai qu'ici, dans le cas de 49 têtes de miroir, dans le miroir, on se rend compte que chacun des petits bonshommes qui s'y trouvent, qui portent un cadre carré ou un miroir circulaire, on se rend compte qu'il y a une fantaisie qui a été joyeusement partagée entre le texte et l'illustration. oui, oui, oui. D'ailleurs, c'est une recréation beaucoup plus qu'une illustration. Enfin, Absolument. elle, à ce niveau-là, son travail est tout à fait curieux et tout à fait intéressant. Très bien. Paul Aymon, je vous remercie à nouveau pour cet C'est entretien. moi qui vous remercie, oui. J'invite tous ceux qui nous écoutent, qui nous lisent, qui nous regardent à se plonger dans le miroir et d'y trouver ces 49 têtes, les récits parus au Taillis Pré. Merci Paul Aymon. Merci beaucoup.